Bonjour, je suis Akio Bassabi Moussé, consultant formateur en marché public, procédure bailleur, et j'aimerais aborder un point essentiel qui concerne quand même l'audit et le contrôle des marchés publics, parce que c'est un thème d'actualité vu que nous l'animons actuellement. Et on va remonter quand même à l'historique même de la gestion même du cycle des marchés publics, notamment on l'a listé en 8 fonctions essentielles quand même autour des marchés publics que nous connaissons, et en termes déjà d'objectifs et aussi en termes de responsabilité, c'est-à-dire de détenteur de l'action. Je dirais la toute première, c'est la fonction liée au marché public, qui est la fonction de législation, c'est-à-dire la fonction législative, qui a pour objectif bien sûr de définir quand même les textes en ce qui concerne les marchés publics. Et aujourd'hui, vous avez quand même le levier juridique utilisé qui peut être différent d'un pays à l'autre, décret, ordonnance et loi. Même si ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est beaucoup plus la loi, et que ça vient à travers bien sûr un projet de loi, c'est-à-dire le gouvernement, à travers bien sûr ces structures sous tutelle qui propose cette loi-là et qui l'a fait voter par l'Assemblée nationale. Donc que cela soit quand même par voie législative. C'est beaucoup plus ce qui est recommandé. Donc, et si c'est par voie législative, on a carrément une loi portant code des marchés publics. Au lieu qu'on prenne juste un décret, que le président prenne un décret ou qu'il y ait une ordonnance directement. Une ordonnance aussi, il faut l'avouer, qui peut provenir de l'échec du vote d'une loi. Donc, puisque le président de la République a ces leviers juridiques là qu'il peut utiliser. Mais l'idéal, c'est que cela soit à travers une loi portant code des marchés publics. La deuxième fonction que vous connaissez bien, c'est la fonction de passation des marchés. La fonction de passation qui est assurée quand même par les organes compétents au niveau du pays, notamment les organes de l'autorité contractante et autres, et assimilés. Que ce soit l'État central, les collectivités locales, les sociétés d'État et autres, selon leur régime. La troisième fonction que nous avons listée, c'est la fonction de contrôle des marchés publics, que vous avez à deux niveaux, le contrôle a priori et a posteriori. Et à ce niveau-là, vous avez plusieurs structures qui peuvent intervenir au niveau du contrôle. Vous avez par exemple les structures internes même de l'État, notamment la direction nationale en charge du contrôle des marchés publics ou de la commande publique selon les cas. Ça dépend. Et vous avez aussi, ça c'est souvent ignoré, le contrôle parlementaire, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale, qui peut exercer un contrôle parlementaire. Vous avez également le contrôle citoyen qui peut se faire à travers les OSC, les associations et autres, selon les limites définies par la législation. Et vous avez aussi au niveau du contrôle, bien sûr, les bailleurs de fonds qui jouent un rôle de contrôle, de contrôleur de marché public à travers le contrôle a priori et a posteriori, ce qui est conformément au montant prévisionnel et au niveau de risque dans les plans de passation des marchés et ce que cela contient. L'autre fonction que vous avez, qui est la fonction sœur, est la fonction audit des marchés publics, qui est la quatrième. L'audit des marchés publics que vous avez bien sûr en audit, selon les cas, audit de performance, audit de conformité, ou même audit financier, audit technique et financier qui intervient dans les marchés publics aussi, qui sont quand même régis aujourd'hui en marché public, c'est-à-dire en matière de contrôle des finances publiques par les normes ISSI, c'est-à-dire les normes de l'INTOC, qui vont définir quand même non seulement les lignes directrices, mais la ligne elle-même, la norme elle-même, pardon, qui va définir quand même la mise en œuvre de cette fonction-là. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que généralement cette fonction audit-là, quand vous regardez dans nos pays, c'est beaucoup plus dédié, je ne parle pas de ceux qui font l'audit, ce sont des auditeurs, je parle de ceux qui déclenchent l'audit. Ceux qui déclenchent l'audit, aujourd'hui, vous avez des fonctions régulation, parfois qui s'en mêlent, je vais en parler tout à l'heure. Et ce n'est pas la faute des autorités de régulation parce que c'est dans leurs attributions. Mais il faut aller voir si cela est censé être dans leurs attributions. Parce que quand vous regardez au niveau de, par exemple, l'AFROC, qui est la subdivision africaine de l'INTOC, vous allez voir que tous les pays de la subsaharienne sont membres de l'AFROC. Alors que ça pourrait être une contradiction parce que en étant membre de l'AFROC, vous êtes obligé de confier la fonction audit des marchés publics, c'est-à-dire des finances publiques,
aux ISC, c'est-à-dire les institutions supérieures de contrôle. Et dans la plupart de nos pays, il s'agit de la Cour des comptes. Donc voilà un peu à ce niveau-là comment c'est présenté. Vous avez après aussi la fonction régulation qui est, elle, une fonction plus ou moins de régulation, comme on l'indique, d'arbitrage et d'assistance, qui est exclusivement assurée par l'autorité de régulation, que ce soit des marchés publics ou de la commande publique selon l'évolution des législations dans les pays. Vous avez également la fonction d'inspection des marchés publics, qui est une fonction, parce que lorsqu'on parle d'inspection des marchés publics, inspecter, c'est aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, regarder en profondeur. Donc, c'est souvent sur la base de soupçons ou de lanceurs d'alerte, des programmes de lanceurs d'alerte. Voilà. Et cette fonction-là est exclusivement assurée aussi par les inspections générales d'État ou des inspections générales des finances ou même inspection générale des marchés publics. Ça existe dans certains pays, selon les cas. Vous avez aussi une autre fonction qui est la fonction, je dirais, d'évaluation des marchés publics, qui est parfois confondue avec les autres parce que l'évaluation des marchés publics, en fait, ça prend en compte, c'est pas l'évaluation des marchés publics, ce n'est pas l'audit, ce n'est pas le contrôle, mais c'est en réalité l'analyse des écarts entre tout ce qui a été fixé comme objectif de départ, notamment contenu et consacré à travers le plan de passation des marchés, les montants, les délais, les autres dispositions, qu'on va analyser à la fin de l'exécution et voir les écarts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pourquoi on n'a pas pu, je dirais, on avait un marché sur 15 mois, pourquoi on l'a exécuté sur 20 mois? Il faut chercher les causes, les implémenter pour ne plus commettre ces mêmes erreurs les fois prochaines. C'est ça le rôle de l'évaluation. Et les écarts négatifs aussi dans ce sens. Vous pourrez même avoir aussi des cas où les écarts deviennent positifs. Même quand les écarts sont positifs, il faut analyser les raisons. Vous voyez, parce que parfois vous prévoyez un marché sur 100 millions et vous l'exécutez à la passation, vous vous retrouvez à 90 millions. Certes, il y a 10 millions de reliquats, c'est bon, mais c'est qu'il faut, aller chercher pourquoi on a eu 10 millions d'écart. C'est-à-dire en termes de reliquats. Est-ce que c'est parce que ça a été trop optimiste comme prévision? Est-ce que peut-être le marché a changé entre-temps de façon positive? Est-ce que peut-être le coût du baril du pétrole a diminué? Donc c'est ça le rôle de l'évaluateur. Ils vont aller chercher les causes des écarts pour les implémenter pour les prochaines acquisitions, pour réduire les marges d'erreur liées bien sûr à la planification des marchés pour que l'exécution se passe dans des conditions optimales. Donc voilà un peu les fonctions au cours desquelles nous avons tout à l'heure échangé, avec beaucoup d'autres aspects qui sont satellitaires et que je ne pourrais pas quand même mentionner dans cette vidéo. Donc là, on est à la pause. On vient de finir le déjeuner, on va continuer en salle avec tout ce qui concerne maintenant les normes de l'INTOSE et faire les études de cas sur le contrôle a priori des marchés publics, notamment exercé par les bailleurs de fonds. Se mettre dans la peau d'un bailleur de fonds et voir comment est-ce que le contrôle a priori s'exerce du côté du bailleur de fonds et voir aussi les réalités que pourrait quand même, auxquelles pourrait faire face un bailleur de fonds lors de la délivrance des avis de non-objection. Merci beaucoup.